On vous répète à l'envi que les duels font la F1 et on se félicite tous les matins que cette saison 2021 nous offre cet antagonisme qui nous a tant manqué, qu'on a tant réclamé. Mais comment aurions-nous ouvert cette émission si l'acte 2, Hamilton-Verstappen, qui s'est écrit hier à Monza, avait fini en drame? L'image de ces deux voitures s'escaladant aurait pu nous faire sourire, mais voir la roue de Max Verstappen sur le casque d'Hamilton avait plutôt tendance à nous faire frémir. Qui a dit que le ridicule ne tue pas? Alors jusqu'où l'escalade? Car si ces deux-là n'arrivent plus à se battre dans les limites de la piste et bien sûr du règlement, des questions subsistent. Vont-ils trop loin? Et si la décision cette saison se faisait par chaos? Senna et Prost avaient pour habitude d'attendre le dernier round pour se mettre des boîtes. Hamilton et Verstappen, eux, n'ont pas eu cette délicatesse. Et puisque pour un beau duel comme au tango, il faut être deux, aura-t-on le droit à une belle? Jusqu'où nous emmènera l'ego de ces deux champions? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour les Pistonnés, votre talk F1 bien sûr du lundi 19h sur Auto Plus Télé et du mercredi midi sur la First Team Sport, bien sûr, sur YouTube. Bonjour à nos deux interlocuteurs, nos deux polémistes qui sont encore avec nous aujourd'hui, Monsieur Hamza Rahmani, Monsieur Brice Germain. Hamilton Verstappen, acte 2, ce sera un peu le fil rouge de cette émission. Comment ça va les gars? Ça va plutôt bien. Ouais. C'est Hamza Rahmani, Brice Germain, acte 2 aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est la deuxième émission qu'on fait côte à côte. C'est une belle... Et ça va être aussi électrique. Qui va monter sur l'autre? Ça, c'est la question. Ce sera bien sûr la grande... C'est vraiment suspense. Non, je suis pas sûr. On va en reparler bien sûr dans cette émission. Avec ce sommaire, vous l'avez compris, le grand débat. Hamilton, Verstappen, jusqu'où l'escalade? On va revenir sur ce qui s'est passé hier, essayer de trouver un fautif puisque c'est le jeu de tout le monde. Et également, bien sûr, se projeter un peu sur la suite de cette saison. Le débrief du Grand Prix d'Italie avec ce doublé McLaren et des résurrections, celle de Daniel Ricciardo, celle bien sûr de l'écurie britannique. Une page news où on parlera du retour d'Albon, de ce qui pourrait se passer sur cette grille 2022 et du très bon week-end de Théo Pourchaire. Et puis le quiz, je vous l'ai dit, vous ne le trouverez jamais. Mais vous le savez les amis, nous sommes l'émission de sport qui reçoit le plus de nudes chaque semaine. Et on voulait vous mettre à l'honneur bien évidemment aujourd'hui avec un spécial quiz nude et Formule 1. Je sais que vous êtes des grands experts, je sais que vous avez l'habitude d'en recevoir beaucoup. On va voir justement votre niveau d'expertise les amis. Vous êtes prêts pour cette première émission? Non, 51e émission bien sûr de l'histoire des Pistonnés dans ce format, débrief bien sûr et débat. Et on lance tout de suite justement le débrief d'un Grand Prix d'Italie assez accroché, il faut le dire. Le Grand Prix d'Italie marqué, je l'ai dit, par la résurrection, celle de McLaren, celle bien sûr de Daniel Ricciardo qui s'offre sa 8e victoire en carrière. Daniel Ricciardo qui prend également le point du meilleur tour. C'est le premier doublé de McLaren depuis 11 ans, son 48e bien sûr dans son histoire, le premier d'une écurie cette saison. Bottas 3e inscrit son 2e podium consécutif et sauve les meubles pour Mercedes. Les deux Ferrari sont dans le top 6 avec Perez intercalé entre les deux. Deux Alpines également dans le top 10. Stroll prend les points de la 7e place. Et puis la 3e arrivée dans les points en 4 courses pour le Britannique George Russell. Ceci nous emmène naturellement aux 4 enseignements de ce Grand Prix d'Italie 2021 avec McLaren, le doublé de la résurrection. Résurrection, c'est un mot qui va revenir beaucoup, vous allez le voir dans ce débrief. Ricciardo, est-ce une victoire circonstancielle? On se posera la question pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Le barreau d'honneur de Bottas, est-ce que ça arrive peut-être un petit peu tard pour le Finlandais qui, il faut le dire, nous a régalé tout le week-end? Et puis le top flop du week-end, vous voyez qu'il y a du Charles Leclerc, il sera bien évidemment question également de Williams. Attaquons tout de suite le premier enseignement. Partons tout de suite sur McLaren. On faisait une émission il y a 2 mois pour parler de la résurrection de cette équipe. La résurrection qui s'est matérialisée à Monza avec ce doublé 11 ans après le Grand Prix du Canada 2010. Première victoire pour McLaren depuis le Grand Prix du Brésil 2012. C'est dire s'il y a eu de l'attente chez les Britanniques. Premier doublé aussi également d'une écurie en 2021. Mercedes, Red Bull n'avait pas réussi à le faire. McLaren l'a fait hier. Un rythme incroyable, il faut le dire, tout au long de ce week-end. Ce qui tranche un petit peu avec les performances très décevantes de la semaine dernière aux Pays-Bas. On rappellera que McLaren était quand même à la lutte avec Red Bull et Mercedes ce week-end. Et ce n'était pas arrivé depuis le début de la saison. Et puis c'est aussi un petit peu la revanche de l'an dernier pour McLaren. On se rappelle Carlos Sainz qui avait touché du doigt la victoire et qui en avait été empêché bien sûr par Pierre Gasly. Les amis, McLaren, le doublé de la résurrection, je disais il y a 2 mois on faisait une émission en se posant la question est-ce que McLaren était en passe de redevenir un top team? Là ça s'est matérialisé en tout cas ce week-end. Oui, cette victoire, moi je trouve qu'elle n'est pas si étonnante que ça au vu de la progression depuis 4 ans maintenant de McLaren et de
la pente remontée. Alors, la pente était énorme à remonter, puisqu'ils étaient l'avant-dernière ou la dernière écurie du championnat il y a pas si longtemps que ça. Mais aujourd'hui, en fait, c'est l'équipe qui se place derrière Red Bull et derrière Mercedes en cas de pépin. Si AlphaTauri, si Alpine prennent des victoires dans des courses à grabuge et dans des courses à grosses circonstances, il est logique de voir à un moment donné McLaren tirer son épingle du jeu, surtout sur une piste qui favorise autant cette voiture-là. Donc moi, pas si étonné que ça pour McLaren. Par contre, c'est vraiment quelque chose qui vient féliciter des années et des années de restructuration. Et la paire Brown-Seidel, qui pour moi a fait un travail énorme et qui aujourd'hui est récompensé. Il y a déjà eu les podiums l'année dernière, il y a 2 ans, et cette année maintenant la victoire, et c'est juste logique. C'est surtout une victoire à la régulière, parce qu'on a vu tout au long du week-end, les performances étaient là. Oui. Il y avait, je crois, 4 dixièmes de retard en qualification sur les deux Mercedes. Je parle de la qualification du vendredi. Derrière, ils ont fait le job en qualification sprint. Le départ de Ricciardo au top. Norris qui profite du léger accrochage, on en reparlera tout à l'heure, entre Verstappen et Hamilton au premier tour pour garder sa 3e position. Et après, à la régulière, ils n'ont jamais vraiment été menacés. Si tu veux, ils étaient sous la menace à moins d'une seconde de Verstappen pour Ricciardo, de Lewis Hamilton pour Lando Norris. Mais à aucun moment, j'ai eu une impression de danger, de pilote McLaren en danger, de pilote McLaren qui allait se faire un moment peut-être déposer. Ce fut le cas à la fin, à la toute fin du relais en médium de Lando Norris, Ouais, parce que ses pneus étaient en fin de vie. Mais sinon, à la régulière, j'ai pas l'impression que cette McLaren était en danger sur ce week-end. Donc c'est vraiment une victoire à la régulière, et c'est ça le paradoxe. Est-ce qu'en voyant justement la course sprint samedi, c'était pas un petit peu en trompe-l'œil? Est-ce qu'on pouvait s'attendre à une victoire de McLaren dimanche? Parce que quand tu réfléchis, même si les circonstances étaient différentes, là, le rythme était aussi bien sûr différent, le carburant embarqué, les pneus aussi chaussés également par McLaren. On a vu une McLaren qui souffrait derrière Max Verstappen, qui a pris, je crois, plus de 10 secondes en l'espace de 18 tours. Moi, c'est vrai qu'après avoir vu cette course sprint, j'avais peu d'espoir que McLaren puisse le faire justement le dimanche. Après aussi, il faut se dire que dans un circuit où il est difficile de se dépasser, pas par rapport au manque de DRS, mais par rapport surtout à cette traînée qui est énorme, la voiture qui est devant a quand même beaucoup d'avantages. Donc si Ricciardo réussissait, et il le savait très bien, ce premier freinage et ce départ, il prenait quand même une option. J'ai dit une option parce qu'évidemment, la voiture, fallait qu'elle tienne. Aussi, cette course sprint, elle a permis à McLaren d'étudier l'usure de sa gomme. C'était pas sur la même gomme, je suis d'accord, c'était les softs et l'autre les médiums. En attendant, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas suivre. Et c'est peut-être ça qui les a menés à réussir leur stratégie dimanche en ne poussant pas le relais le plus loin possible, en admettant qu'il fallait s'arrêter à ce moment-là, et le tour de Max Verstappen a été le tour de trop. On a bien vu le temps qu'il a perdu sur Ricciardo. Red Bull n'a pas réussi à s'aligner sur la stratégie de McLaren. Donc à partir de là, on a vraiment vu que McLaren était bon sur la piste, était bon sur la durée de la course, et que dans les calls importants, dans les moments importants, ils ont aussi répondu présent. Ouais, exactement. Et sur une écurie qui n'a pas joué la gagne depuis tant d'années, répondre aussi présent sur 2 ou 3 moments très importants de la course, j'ai trouvé ça très fort. Surtout pour Brown et Seidel qui n'ont pas l'expérience en Formule 1 du très très haut niveau. Moment clé de la course, et j'ai même envie de dire moment clé de la saison. Parce que là, avec ce doublé, ça valide tout le travail accompli, tu le disais tout à l'heure, ces dernières années de restructuration et cette montée en puissance qui permet aujourd'hui à McLaren d'avoir, au-delà de ce Grand Prix d'Italie, d'avoir une voiture quand même assez compétitive pour déjà lutter avec Ferrari pour la 3e place. Et derrière, sur certains Grands Prix, on l'a vu en Italie, mais pas seulement, répondre présent, pourquoi pas, même à la lutte avec Red Bull et avec Mercedes. C'est une juste récompense. Et maintenant, ça va aussi donner un élan en interne pour justement, si tu veux, c'est validé. Voilà, on était sur le bon chemin. Ce doublé valide tout le travail accompli précédemment. Désormais, il faut continuer, il faut mettre les bouchées doubles parce qu'il y a une saison 2022 qui arrive. Et peut-être que là, McLaren sera au tout premier plan. Tu parlais d'élan, tu parlais de ce duo, bien sûr, Seidel-Brown. Regardez justement les mots d'Andreas Seidel à l'arrivée de cette course. Andreas Seidel, élu mec le plus drôle du paddock depuis 2019, c'est bien connu, un grand comique, Andreas Seidel. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais la direction est la bonne. Aujourd'hui, on a montré qu'on pouvait gérer la pression d'être devant. Lando est sur une saison sensationnelle. Daniel a eu du mal à s'intégrer, à s'habituer à notre voiture, mais c'est un pilote expérimenté et c'est pour ça que nous le voulions avec
avec nous. En même temps, il n'y a pas de raison de s'emballer. Il est important de célébrer aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une semaine, nous nous sommes fait détruire. Il est vraiment terre à terre, Andreas Seidel. Ça, on le savait bien sûr avant cette déclaration, mais très clairement, on a vu pas d'enflammade chez McLaren, mais il y a quand même, encore une fois, le retour d'un top team qui se matérialise sous nos yeux, là, quelque part. Après, il sort d'un été catastrophique. C'est-à-dire que ça fait 3 courses, c'est 7 points en 3 courses pour McLaren. Et là, il y en a 45. Oui, effectivement, ça change le tout. Après, ils savent que c'est une piste qui les avantage. Et c'est comme Ferrari à Monaco ou à Bakou, ils n'étaient pas là en train de se dire, après une pole position ou après des podiums, qu'ils étaient de retour aux affaires. Oui, mais quelque part, tu as la pression qui va avec aussi, la pression du résultat obligatoire, parce que tu es attendu et tu sais que c'est l'endroit où tu peux le mieux performer dans cette saison. Et mine de rien, là encore une fois, ils n'ont pas loupé le coche. Preuve, quelque part, qu'ils ont retrouvé aussi ce mental, cette force de top team. Et ça, c'est Seidel. C'est cette mentalité beaucoup plus froide, beaucoup plus terre à terre, qui justement leur fait dire, OK, on a pris un résultat. C'est pas pour autant qu'on est champion du monde ou qu'on est revenu à une équipe dominante qu'on peut tous permettre. Ce n'est pas une équipe qui va craquer après ça. Pour moi, la plus importante chose de cette victoire, c'est pas tant les points, c'est d'avoir remis Daniel Ricciardo dans une posture de vainqueur, dans une posture qui est la sienne depuis Red Bull, qu'il avait un peu perdu chez Renault. Là, en fait, pour moi, ils scindent leur écurie, ils mettent une symbiose entre Lando Norris et Daniel Ricciardo, l'un qui fait des podiums depuis le début de saison et qui lead l'écurie, l'autre qui a l'expérience, montre qu'il sait gérer une position de leader d'une course, il sait quand faire l'arrêt, il parlait de lui-même de décider de sa propre stratégie, qui voulait rester sur le plan A et tout machin. Là, c'est ce qu'il apporte, Daniel Ricciardo. Il n'a pas la performance pure parce que c'est pas la voiture pour lui, mais c'est ça qu'il apporte. Puisqu'on parle de Ricciardo, je propose qu'on passe au deuxième enseignement, les amis. On reste bien sûr sur cette victoire de McLaren, sur ce doublé, mais on apporte le focus plus particulièrement sur Daniel Ricciardo, l'Australien, qui revient du diable vauvert, comme disaient bien sûr nos ancêtres. Ricciardo, est-ce une victoire circonstancielle? C'est la question qu'on va essayer de se poser. Il y a la fin, bien sûr, de cette longue disette. Lui qui a gagné sa 8e victoire en carrière, je le disais tout à l'heure hier. Il n'avait plus gagné depuis Monaco 2018, plus de 3 ans à attendre justement cette victoire, depuis son départ, bien sûr, de chez Red Bull. En souffrance face à Lando Norris depuis son arrivée chez McLaren depuis le début de la saison, du mieux depuis la pause estivale, et il va nous expliquer tout à l'heure pourquoi. Et cette question, est-ce une victoire circonstancielle? Parce qu'il y a 2 regards à poser sur cette course. D'un côté, on peut se dire qu'il a mené 90%, plus de 90% de cette course, 48 tours sur 53 possibles. En même temps, il a été aidé forcément par le crash Hamilton-Verstappen, et Bottas et Perez, les numéros 2 des 2 grands, partaient de trop loin. Est-ce qu'on peut dire que Ricciardo a été opportuniste, ou s'agit-il d'une véritable victoire à la régulière, comme nous le disait Hamza? Il suffit de voir son week-end. 5e en qualification, 3e en qualification sprint, 1er en course. Le rythme, il l'a eu tout au long du week-end. Tu le disais tout à l'heure, il s'est imposé comme étant le patron de McLaren sur cette course. Il a imposé sa stratégie. Il a eu aussi la confiance de son équipe, qui a écouté justement les recommandations de Daniel Ricciardo, qui lui a clairement laissé libre choix sur les stratégies, sur quand s'arrêter, quand repartir. Il y a eu évidemment l'arrêt de McLaren, parfait, mais Ricciardo en piste... Selon Red Bull. Ouais. qui osait dire que l'arrêt n'était pas top chez McLaren. Mais le karma, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ricciardo, sur l'ensemble de la course, sur l'ensemble du week-end, il a enfin son week-end référence chez McLaren, et j'espère que ça va lui permettre de prendre confiance en la voiture, dans cette écurie avec son coéquipier Lando Norris, qui peut-être, par ses performances aussi, a gagné cette légitimité d'être au moins à niveau égal avec Daniel Ricciardo. Aujourd'hui, l'Australien, tu le disais tout à l'heure, il est venu chez McLaren avec cette expérience de vainqueur de Grand Prix qu'il a réussi à acquérir chez Red Bull. Aujourd'hui, l'objectif d'aller pourquoi pas chercher le titre mondial, il passera aussi par Daniel Ricciardo, mais en tout cas la performance sur ce week-end, elle est absolument pas, et la victoire n'est absolument pas circonstancielle. Pour moi, elle est juste méritée et logique. Moi, je trouve que chez McLaren, on a eu un problème, Ricciardo, qui était global, c'est qu'il vivait la même situation pour moi que chez Red Bull avec Verstappen, à savoir subir un coéquipier pour qui la voiture est faite, mais en plus de ça, avec une voiture qui n'a pas la compétitivité de gagner des Grands Prix chez Red Bull. Et quand la voiture n'a pas la compétitivité, mine de rien, Ricciardo, on voit quand même que chez Renault, au début, il n'y avait pas ce truc, il n'y avait pas ce qu'il avait à la fin chez Renault qui poussait l'équipe vers le haut. Pour moi, Monza, c'est un circuit qui lui correspond. C'est un circuit qui lui permet de lancer quelque chose avec une écurie. En 2019, chez Renault, il est catastrophique en première partie de saison. Et son meilleur résultat de saison, c'est Monza.
il lance 12 points à Monza, et derrière, il lance une fin de saison qui est un peu plus régulière, et qui derrière lance un 2020 très bon pour lui, Ricciardo. Donc, il s'adapte un peu mieux grâce à ce circuit, qui est un circuit de freinage. Toutes les personnes qui vont nous dire que c'est un circuit de ligne droite, franchement, regardez ce que c'est qu'un circuit, regardez ce que veut dire freiner. Il y a un très bon article de Romain Grosjean dans l'équipe qui parle de l'art du freinage. C'est la chose la plus importante en sport automobile. Et à Monza aussi. Et à Monza, savoir freiner, parce que c'est très facile d'accélérer, beaucoup moins de savoir freiner correctement. Et Daniel Ricciardo, c'est le meilleur freineur du paddock. Justement, si on reste sur cette idée, je vous propose de regarder cette petite déclaration de Daniel Ricciardo à l'arrivée de cette course et après cette victoire. Il parlait bien sûr de sa résurrection. Parfois, vous luttez pour trouver des réponses, mais vous devez rester fidèle à votre plan. J'aurais très bien pu me perdre aussi. Je pense qu'au fond de moi, j'avais des moments de frustration ou des moments où je baissais la tête. Par moments, on perd l'amour du sport et des moments comme aujourd'hui, on réalise à quel point on l'aime et à quel point on le désire. Mais même au fond du trou, je n'ai jamais perdu la foi ou la conviction, j'avais besoin de prendre du recul et c'est là que le fait d'avoir un peu de temps libre en août m'a beaucoup aidé. Open bar, vous l'avez vu sur le jus de chaussette et bien évidemment notre ami Alex Caldi y est allé aussi de son numéro, c'était pas du champagne, paraît-il que c'était de la San Pellegrino, on espère que la santé va mieux en tout cas. Ricciardo, qu'est-ce que dit justement après cette déclaration, qu'est-ce que dit sa victoire à Monza sur sa compréhension de la McLaren par rapport à ce que tu nous as dit, l'art du freinage, ce qui lui posait problème depuis le début de saison. Qu'est-ce que ça nous dit sur sa compréhension de la voiture et le fait peut-être qu'il soit un petit peu plus à l'aise? Est-ce que ça y est, il a trouvé la clé? On le disait, on le répétait depuis le début de la saison, tous les nouveaux pilotes, enfin des pilotes comme Carlos Sainz, comme Daniel Ricciardo, des pilotes qui arrivent, Sergio Pérez qui arrive dans une nouvelle écurie, Fernando Alonso, fallait leur laisser du temps. Voilà. Et aujourd'hui, tous ces pilotes-là, ça a pris plus ou moins de temps pour certains, mais ils performent. Alors on est obligé de le constater, ils performent. Et Daniel Ricciardo, tu le disais, Brice, à Renault, après Monza, c'est parti. Là aussi, ça a pris du temps. Tu le disais aussi, on connaît les qualités qualité exceptionnelle de frein de Daniel Ricciardo. C'est aussi un excellent starter, on a tendance à l'oublier, mais au-delà de ce départ... Il y avait un job à faire hier, il l'a fait parfaitement. Il l'a fait samedi aussi. Ouais. Et après, sur les qualités de freinage, effectivement, on connaît sa qualité, mais Ricciardo, ça a pris du temps parce qu'il doit à chaque fois réadapter son pilotage par rapport à une nouvelle voiture. C'était le cas chez Renault qui avait des freins complètement différents de ce qu'il avait chez Red Bull, c'est le moins qu'on puisse dire. Chez McLaren, pareil. Et aujourd'hui, il comprend la voiture, il comprend l'environnement. Et je pense sincèrement que sur la fin de saison, on pourrait avoir un équilibre qui pourrait être au moins chamboulé en interne entre Norris et Ricciardo. Moi, je pense que c'est un peu plus circonstanciel, justement. Parce que, à mon avis, l'équilibre de la McLaren, il l'a pas encore. La sensation dans les longues courbes, de la manière de s'inscrire dans un virage, je pense qu'il n'est pas encore tout à fait à l'aise avec cette voiture et que Monza, qui est justement très axé frein et qui nécessite pas non plus un équilibre monstrueux et un appui incroyable sur la voiture, ça le favorise, surtout dans un mood dans lequel il était, parce qu'il faut bien se dire qu'il ne prend pas 7 dixièmes toute la saison en qualification par Norris pour d'un coup se retrouver à 6 millièmes, on est bien d'accord. C'est qu'il a quelque chose qui le gêne moins sur ce circuit, parce que McLaren n'a pas apporté non plus une évolution folle à un moment donné. Il y a un truc qui le gêne moins. Et là, en l'occurrence, pour moi, c'est le besoin moindre d'équilibre. Il faudra voir dans les prochains Grands Prix si on retrouve cet écart entre Norris et Ricciardo. Si on retrouve cet écart, McLaren va devoir travailler à l'hiver, et en tout cas aussi maintenant, pour écouter le feedback de Ricciardo, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de s'inscrire dans une lutte pour un titre, ou en tout cas dans une lutte pour une position, en ayant un pilote qui ne peut pas performer avec une voiture. Il y a une écurie qui n'écoutera pas cet hiver le feedback de son actuel pilote, c'est bien sûr Mercedes qui n'écoutera pas Valtteri Bottas puisqu'il va quitter la firme allemande dès cet hiver. Valtteri Bottas qui a été officialisé du côté d'Alfa Romeo la semaine dernière, le barreau d'honneur de Valtteri Bottas. Voilà comment a été titré ce troisième enseignement avec un Valtteri plombé par son moteur, changement d'unité de puissance bien sûr en essai libre 3. Il a été l'homme le plus rapide des qualifications vendredi soir, domination sans partage pendant les qualifs sprint. Oui, mais avec le changement de moteur, il a dû partir dernier et il arrive quand même à accrocher le podium. Bottas, Valtteri plombé par son moteur, Bottas qui sauve les meubles également pour Mercedes, lui qui devait se sacrifier, qui était censé se sacrifier en qualif sprint, mais à la faute bien sûr à Lewis Hamilton qui a complètement raté son départ, lui qui a empêché bien sûr Verstappen de prendre les 3 points samedi, et puis lui qui a été bien aidé aussi également par la safety car après le crash entre Hamilton et Verstappen, ce qui notamment
notamment pas dans son remontant, mais dans sa remontada, entre guillemets, mot devenu depuis très à la mode, et lui qui permet aussi, bien sûr, à Mercedes d'accroître son avantage. Le barreau d'honneur de Valtteri Bottas, le Valtteri Bottas que l'on a vu ce week-end, c'est quelque part, et vous serez, je pense, tous les deux d'accord, le Valtteri Bottas qu'on aurait aimé plus voir depuis le début de saison, quelque part. C'est le même qu'en Australie 2019, pour moi. Hein. C'est celui qui est insouciant, celui qui oublie la pression, celui qui oublie cette psychologie qu'a imposé Lewis Hamilton dans l'écurie. Il a fait un week-end de malade. Il a fait un week-end de guerrier. Et on lui reproche d'être timoré depuis des années. On lui reproche d'être trop en deçà ou quoi, machin. Putain, il a prouvé quoi ce week-end. Et ça m'énerve. Ça m'énerve qu'il ait dû le faire au moment où il signe un contrat avec une autre écurie. Ça me conforte dans l'idée que Alfa Romeo, ça va lui donner un second souffle énorme, que le ratio résultat vis-à-vis de la performance de la voiture, il va être largement positif pour Valtteri Bottas. Mais merde quoi. Ça me frustre sur les 4 années qui viennent de passer. On nous a privé entre guillemets d'une vraie seconde voiture chez Mercedes par la psychologie qu'on lui a imposée, par lui le mental qu'il n'a pas réussi à peut-être garder. Je sais pas, on connaît pas tout ce qui se passe en interne, mais force est de constater que quand il est libéré, certes avec un nouveau moteur, certes avec des circonstances, il a fait le taf de 20e à 3e, il avait le rythme, c'est rageant. C'est rageant. C'est rageant. Non, mais c'est rageant. Tu prêches un convaincu. Alors, non, mais je suis pas sûr que ça aurait bouleversé l'équilibre tout au long des saisons, notamment au niveau du championnat, si jamais Bottas s'était comporté de la sorte. Sportivement, sur les 4 saisons, je pense quand même qu'Hamilton aurait été largement devant pour le championnat. C'est ça, il y aurait eu peut-être un peu plus de lutte et il y aurait moins cette sensation de Hamilton écrase le championnat. Après, sur Valtteri Bottas, c'est un week-end qui, moi, me conforte sur le fait, contrairement à tout ce que le monde... Il y avait un sondage qu'on avait posté il y a quelques semaines. Doit-il quitter la Formule 1 Quel avenir pour Valtteri Bottas? Et une majorité de gens voulaient voir partir. C'est un pilote de talent, il le prouve encore aujourd'hui. Voilà, malheureusement pour lui, est-ce qu'il l'a cherché? Ça, c'est une autre question. Oui, il y a des regrets sur ces saisons chez Mercedes, mais on est là aussi obligé de constater que son week-end, il est d'une propreté, il est d'une clarté. Enfin, c'est peut-être même l'un de ses meilleurs week-ends chez Mercedes, clairement. Et puis, il permet à Hamilton d'aller faire mumuse avec le petit Max. Hein, parce qu'il ramène 18 points. Il ramène 18 points. Il y a combien d'écart entre Mercedes et Red Bull? 18 points. Donc au final, aujourd'hui, il permet à Mercedes de rester devant par les points qu'il va glaner. Il y a eu une vraie lutte après le crash, parce que c'était pas parce que Hamilton et Verstappen se crashent qu'il faut éteindre la télé. Hein. Il y a eu une vraie lutte qui a été Pérez et Bottas. Et Bottas va faire le job. Là, on rappelle encore cette émission qu'on a fait en début d'année. Pérez, Bottas qui va coûter le titre à son équipe. Là, j'ai presque envie d'inverser la question au vu du fait que Max et Lewis se chamaillent dans le bac à sable depuis Silverstone. Question qui va être Bottas-Pérez qui va ramener le titre à son équipe. Parce que devant, en fait, ça se bagarre tellement. Il y a un nombre de points perdus devant qui est phénoménal. Donc là, Bottas, il permet à Red Bull, à Mercedes, de creuser l'écart sur un Grand Prix qui fait 0-0. Sur les deux de devant. Et au championnat, tu le disais, je m'en souviens en début de saison, tu connais ma mémoire. Tu critiquais notamment Valtteri. Tu as une mémoire très très sélective. Non, mais Valtteri Bottas aujourd'hui, il est 3e au championnat du monde. Il y avait cette inquiétude, mais Bottas il est derrière Pérez, oui, mais Bottas il est derrière Norris. Aujourd'hui, il retrouve sa place logique, j'ai envie de dire, de 3e au championnat du monde pilote. Alors il reste encore pas mal de grands prix, mais ça a pris du temps, mais cette 3e place, il l'a eu. Et maintenant, il va falloir confirmer jusqu'à la fin de la saison parce que ça peut aussi préparer l'avenir chez Alfa Romeo. Si Valtteri Bottas arrive avec des performances intéressantes sur la fin de saison, il arrive en confiance chez Alfa Romeo. Et derrière, c'est toute la suite chez Alfa qui pourrait... Alfa pourrait bénéficier et Bottas pourrait bénéficier de cette fin de saison chez Mercedes. On referme ce débrief avec le 4e enseignement. Vous allez le voir, ça va être un petit peu un petit panel comme ça d'autres choses qui se sont passées dans ce Grand Prix d'Italie. Le top flop avec une toute petite nouvelle formule. 3 choix désormais pour le top, 3 choix pour le flop. Et vous choisissez bien sûr, chers amis, le sujet qui vous parle le plus. On attaque tout de suite avec les tops. Les tops, on va retrouver un pilote Ferrari, Charles Leclerc. On retrouve Nicolas Latifi et peut-être Williams plus globalement. Et puis Alpine qui met encore ses 2 voitures dans les points. Quel est ton choix, mon cher Hamza?
On va partir sur Nicolas Latifi. Nicolas Latifi. Nicolas, tu l'as appelé. Nicolas Zoul. C'est bon. Explique-nous ce qui t'a régalé, ce qui t'a fait plaisir dans la performance de Au-delà Latifi. de Williams et de George Russell, qui est un pilote de talent, on le répète. Mais À George cette place-là, c'est rare qu'on le répète quand même. Hein. Non, mais George Russell, il fait 3 courses consécutives, ou 3 courses sur 4, je crois, dans les points. Mais Latifi aussi performe. On a tendance à l'oublier parce que justement, Russell prend la lumière. Il y a ce transfert, cette arrivée future chez Mercedes. Mais Latifi, aujourd'hui, il prouve aussi qu'il a sa place en Formule 1, qu'il mérite sa place en Formule 1. Ça fait il fait 2 fois dans les points depuis Hongrie-Belgique. Là, il termine à la porte des points. Le rythme, il termine pas si loin d'un George Russell. Moi, je suis sincèrement bluffé. Encore une fois, je le redis et j'ai aucun mal à le dire. Je me suis complètement trompé sur son compte. Lorsqu'il est arrivé en Formule 1, je pensais que c'était un pistonné. Là, on peut le dire clairement, avec un talent ou un bagage technique assez moyen. Et il l'a prouvé. Il a peut-être aussi certainement progressé, mais il a prouvé sur ces 2 saisons que c'est un pilote qui, si on lui donne une monoplace correcte, finalement pourrait quand même performer. Et un pilote super fiable. Ton top, mon cher Brice. T'as le choix désormais entre Leclerc et Alpine, du coup. Je vais laisser parler le cœur. Alpine, du coup, ça. Peut-être bientôt. Non, on va parler de Charles juste pour un week-end où concrètement il n'était pas bien. Je parle physiquement. Les problèmes n'ont pas commencé quand on les a annoncés, il faut le dire. Ils ont commencé le vendredi. Le dimanche, c'était toujours pas au top. Lewis Hamilton, quand il n'était pas au top à Hockenheim, il a fait 9e et on a loué la performance. Oui, on avait fait tout un foin à l'époque. Ouais. Force est de constater que Charles Leclerc termine 4e de cette, 5e de cette course. 4e ou 5e Non, 5e. 5e, ouais. 4e. Parce que Perez est Ah oui, t'as raison, pardon. Ah oui. Pérez a Il intercalé termine entre les 5e deux. sur la piste, Exact. mais 4e à la fin. Il a fait la course avec Bottas. C'était d'une propreté pas possible. Lui, il a court-circuité, contrairement à quelqu'un dont on va parler Tout à après. l'heure. Et sincèrement, grâce à Leclerc, aussi à Sainz, parce qu'on aurait pu mettre Sainz dedans, mais ce qu'on annonçait comme la pire course de l'année pour Ferrari, au final, l'écurie signe son 3e meilleur week-end en termes de points. Et ça, pour moi, ça a été drivé par un Leclerc qui a été d'une régularité exceptionnelle tout le week-end, et d'un Carlos Sainz qui est un des coéquipiers dans ce panel 2021 qui ne se fait pas distancer par son coéquipier. Ils arrivent toujours en tir groupé, les Ferrari. Et ce qui peut être une 5e place à la base, qui n'est pas franchement un bon résultat pour Ferrari, donne un 5 et 6 ou donne un 4 et 5, qui au final ramène de très gros points. Si aujourd'hui ils se battent pour la 3e place du championnat, c'est parce qu'on a ce tir groupé de Ferrari. Alors je mets en avant la perf de Leclerc parce que mal au bide, c'est pas forcément génial pour rouler. Néanmoins, en fait, toute l'écurie Ferrari, je trouve qu'ils sont en train de faire une McLaren un petit peu. Exactement ce que j'allais dire. Et repartir d'il y a 2-3 ans en arrière. Et c'est la bonne stratégie parce qu'au final, on voit au McLaren, ça les mène cette année, quoi. On ne parlera pas bien sûr de Alpine, bien qui était dans nos tops aussi parce que pour la 2e fois consécutive, ils étaient dans les points. En plus, dans un week-end où ils ont éprouvé de grandes difficultés avec un rythme qui était vraiment pas terrible. Ouais. Bravo à eux. On parle des flops là, désormais, avec 3 nouvelles possibilités. AlphaTauri qui n'a pas passé un tour ce dimanche, la FIA et plus particulièrement la direction de course. Et puis, bien évidemment, on aime beaucoup taper dessus, c'est les F1 Sprint, avec un samedi plutôt chiant. Brice, qu'est-ce que tu choisis ? F1 Sprint. F1 Sprint. Ouais. Tu t'es ennuyé pour ne pas dire un mot plus vulgaire. Oh, étonnant. C'est pas comme si on l'avait dit après Silverstone. Et même avant. On m'a dit après Silverstone que c'était fantastique. Non mais attends, à Silverstone, on a vu des choses intéressantes se passer et on s'est déjà dit... On a vu un pilote exceptionnel qui a fait le travail, c'est Fernando Alonso. Exactement. Merci Hamza Ramani de remettre l'église. Il y a eu un beau dépassement au premier tour aussi, quand même. Attends, il y a eu quand même une action. Après, le truc, c'est que on avait dit un truc aussi qui était très vrai, c'est que l'intensité que le commentaire donne fausse un petit peu le truc. Et quand t'as Franck Montagny sur place, on te dire que l'intensité elle est toujours à 250%, même s'il se passe rien. Donc, t'as hâte d'être à Abu Dhabi pour écouter Franck Montagny. Incroyable cet enchaînement. Mais en l'occurrence, moi ça me fait vibrer un commentateur comme ça. J'ai adoré ce qu'a fait Franck Montagny. Pour venir sur la F1 Sprint, j'ai rien contre le concept, mais j'ai contre la règle en fait. Qualif Sprint. J'en peux plus. Déjà, au bout de 2, j'en peux plus. Ce qui se passe en qualif vendredi, c'est incroyable. Ah oui. Samedi, ça ruine tout. Et je dis pas ça par rapport à Pierre Gasly, mais en attendant, Pierre Gasly, il fait quoi, P4 en qualif et il se retrouve derrière. Ça a zéro sens. Le seul truc que je trouve positif, c'est que ça humanise les pilotes, ce format, parce qu'on a tellement de séances sous pression maintenant que les 2 crashs qu'on a eu entre Max et Lewis,
Les deux, c'était après une qualif sprint. Hein. C'est vrai. Donc, C'est vrai ce que tu dis. je pense qu'on a quelque chose qui est bien pour la dramaturgie, mais du coup qui crée un petit peu un aspect de demain. Je vais y aller. Après, je pense que ça crée plus de fatigue aussi chez tout le monde et que peut-être que l'erreur humaine mènera à un moment donné à quelque chose de plus grave que ça. Quoi. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet Je sais Silverstone, pas. oui, sur Monza, je sais pas. Il y a une coïncidence peut-être. En attendant, je te fais un fait. 2 courses sprint, 2 crash de Max et Lewis le dimanche. Après, ce qui est dommage, Je sais pas ce qui se passe derrière. aussi bien Silverstone que Monza, c'est quand même 2 circuits où les qualifs au temps sont toujours exceptionnels. oui, et ça là, joue à rien. ça vient absolument tout plomber. Domenicali qui d'ailleurs a indiqué qu'il y aura peut-être 8, pas qualification sprint, mais course sprint. On va s'en occuper lui aussi. Voilà. Il passe entre les mailles à chaque fois, mais lui aussi, on va. C'est un dossier sur lequel Hamza va prendre C'est la Hamza main. Ramani ou Gino Sato qui est en face de moi. C'est quoi ton flop, Hamza? Alpha Tauri, la direction de course, à qui tu vas mettre un tir là, Non, aujourd'hui mais si vous me connaissez, vous savez que je vais prendre AlphaTauri. Non, je rigole, évidemment. Alors, Lando Norris, alors performance extraordinaire, McLaren, c'est magnifique, d'accord. Lando Norris sur la relance de la course, après la safety car, il se retrouve à Turin sur la parabolique parce qu'il part de plus d'1 mètre facilement à l'extérieur du virage 11, la parabolique. On rappelle le règlement, si tu n'as pas le droit de passer les 4 roues, enfin la voiture, au-delà de la ligne blanche. Ouais. En course, 3 warnings, après c'est pénalité. Là, comme il y a Charles Leclerc devant qui cherche forcément à avoir la meilleure vitesse de pointe possible pour avoir l'aspiration pour ensuite le dépasser, on sort carrément de la piste, on va avoir plus de vitesse sur l'ensemble de la ligne droite à l'aspiration. Lorsqu'il arrive au virage 1, il se décale et force du coup Charles Leclerc à prendre une plus mauvaise trajectoire et du coup Leclerc sacrifie sa sortie après le virage 2 et le dépassement Norris-Leclerc a lieu entre le virage 2 et le virage 3. Et la conséquence, la cause de ce dépassement avant le virage 3, c'est parce que Lando Norris, au tout départ, à l'extérieur de la parabolique, il se retrouve à l'extérieur et gagne plusieurs kilomètres/heure. Alors, je veux bien qu'on me dise, oui, mais le règlement, c'est 3 warnings. Excusez-moi, là, c'est un dépassement. Moi, je considère ça un dépassement hors piste. Oui, et c'est regrettable parce qu'en vrai, Norris, il avait le potentiel pour aller dépasser proprement Charles Leclerc, tu vois. Dans les règles de l'art, la McLaren était largement au-dessus de la Ferrari, donc le dépassement aurait eu lieu. Et aurait eu lieu de manière propre. Maintenant, moi, ce que j'en tire comme conclusion de ce dépassement, c'est qu'il n'y a pas eu de pénalité, il n'y a même pas eu d'enquête sur Lando Norris, parce que c'était, je crois, son 2e ou son 3e, non, je crois que c'était son 2e warning, son 2e en français. Avertissement, pardon, merci. Son 2e. Attention. C'est cette table-là, ça fait parler en anglais, je sais pas pourquoi. Son 2e avertissement. Donc moi, la question que je me pose, c'est que si dans cette même situation, par exemple, Verstappen-Hamilton à 3 tours de la fin, Verstappen est derrière Hamilton ou Hamilton est derrière Verstappen et qu'Hamilton, du coup, a 0 avertissement, ça veut dire que sur les 3 derniers tours, il peut 3 fois sortir à l'extérieur du virage 11 pour dépasser au virage 3 ou au virage 1, Max Verstappen ou Lewis Hamilton, c'est selon, sans prendre de pénalité. Et moi, je trouve pas ça normal. Parce que c'est facile de donner des pénalités en veux-tu, en voilà, de supprimer des tours, mais ça, on s'en fout. Mais le pire, Il faut que les dépassements se fassent dans les règles de l'art, et ce n'était pas le cas. On avait le même problème à Bahreïn, le gaining and advantage. C'était le truc de la FIA. Live track, et en fait, c'est autorisé, sauf pour dépasser. Mais encore une fois, il y a un flou artistique et cette fédération a 450 millions de règles de partout, mais à chaque fois ils se retrouvent dans des situations où ils n'ont pas la règle qui leur permet de trancher réellement. C'est tout au petit bonheur à la chance. Les commissaires sportifs, on les entend. On pourrait parler de cette règle des 3 heures, genre mise en cas d'urgence, machin, de Michael Masi en Belgique. J'ai quand même l'impression que c'est une roue libre sans nom et que manque de constance. C'est souvent ce que tu dis. Et parmi les commissaires sportifs, il y a Vittorio Luzzi, qui est un ancien pilote de Formule 1, donc il doit quand même savoir qu'à cet endroit. C'est aussi parce qu'il y a cet endroit que tu vas large que tu vas gagner. D'ailleurs, un dernier point, puisqu'on parle du règlement. Il est bien large à l'époque. Non, mais puisqu'on parle du règlement. Esteban Ocon qui est pénalisé de 5 secondes sur Sébastien Vettel. Je crois que c'était il y a 2 ans. Charles Leclerc, il fait la même sur Lewis Hamilton, il prend pas 5 secondes de pénalité. Arbitrage maison. C'est ça aussi la grande La différence, même. mon Charles. Attends, on aura compris en tout cas ton coup de gueule et tu le fais si bien. On regarde le classement avant de refermer ce débrief, bien sûr, du Grand Prix d'Italie 2021. Verstappen, bien sûr, toujours en tête, ça n'a pas bougé, 5 points d'avance sur Lewis Hamilton. Valtteri Bottas reprend, on l'a dit, la 3e place et colle désormais bien 9 points à Lando Norris. On voit Leclerc et Sainz, c'est toujours assez serré. Perez,
voisins qui voient l'écart également se creuser avec Bottas et Norris. Et puis Ricciardo qui se replace grâce à cette victoire devant Pierre Gasly et désormais presque à la hauteur des Ferrari. Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari, c'est le quintet dans l'ordre avec Alpine de ce classement des constructeurs. Et on l'a vu, Mercedes qui reprend un petit peu d'avantage sur Red Bull. Avant d'évoquer la grande question, le fait majeur de ce Grand Prix d'Italie, le crash entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, je propose qu'on jette un petit coup d'œil aux news. Une actualité cette semaine et la semaine dernière surtout qui a été archi chargée. Du coup, on a ressorti cette bonne vieille rubrique des news et j'ai décidé de vous interroger sur un nouveau concept. Il y a 3 news, 2 possibilités, hypé ou pas hypé. Si on est hypé, on en parle. Si on n'est pas hypé, on n'en parle pas et on passe à autre chose. Première news, premier tableau. On regarde tout de suite avec le retour d'Alex Albon en Formule 1 qui est officialisé la semaine dernière. Hamza, hypé ou pas hypé? Hypé, forcément. Hypé, forcément, tu l'es aussi? Non? Non, d'accord. Hamza, prends la main là-dessus. Non, mais Alex Albon, il a quitté la F1, je trouve, par la petite porte, après des performances moyennes chez Red Bull. Mais je trouve que entre performances moyennes chez Red Bull et être mis à la porte de la Formule 1, il y a un juste milieu à trouver. Je suis heureux, je suis content de le voir chez Williams. On lui donne une deuxième chance. En plus, chez Williams, qui est une écurie qui, on dit depuis le début de la création des pistonnets, qui est en constante progression, il aura forcément une pression supplémentaire parce qu'il remplace George Russell qui est en plus la pépite. Donc il y aura aussi une comparaison qui pourrait être défavorable à Alex Albon. Mais je suis vraiment heureux de revoir en Formule 1. Heureux de revoir bien sûr Alex Albon qui, on le rappelle, est cédé on va dire à Williams pour une saison. Red Bull aurait annoncé qu'il garderait des options pour le faire revenir bien sûr dans le giron dès la saison prochaine. Ce qui nous a plus étonné, c'est la déclaration de Frédéric Vasseur qui a annoncé que c'était son option privilégiée pour le baquet numéro 2 dans l'Alpha aux côtés de Bottas, mais qu'apparemment il aurait refusé la proposition d'Alfa Romeo. Justement, le deuxième baquet chez Alfa Romeo, on se pose la question tout de suite parce qu'on a vu beaucoup de rumeurs fleurir tout au long de la semaine et on nous dit qu'une annonce est imminente chez les Italiens. C'est la deuxième news, hypé ou pas hypé, Zhou qui pourrait devenir le premier pilote chinois en Formule 1 qui pourrait être officialisé chez Alpha. Hypé ou pas hypé, les amis? Pas hypé. Pas hypé du tout. Non. Ah ouais. Pas hypé par Zhou, mais hypé par le deuxième pilote chez Alpha. D'accord. Moi, qui ce soit en fait. Non, justement. Moi, moi, vous connaissez ma tendresse particulière pour Nico Hülkenberg. Rosberg au début, c'était quoi? Non, il a changé ça. Non, mais évidemment, Hülkenberg, j'aimerais le revoir en Formule 1. Bottas Hülkenberg, ça ferait un sacré line-up quand même, surtout pour une écurie comme Alfa Romeo. Quand même, regardons les options, tiens, si on peut nous remettre rapidement le tableau, parce que comme alors c'est vrai qu'on aimerait tous voir Hülkenberg dans cette voiture, il a fait une déclaration la semaine dernière en disant qu'il avait perdu tout espoir de revenir en Formule 1, que la Formule 1 désormais était derrière lui. On a vu Vasseur vouloir laisser du temps bien sûr à Pourchaire, De Vries qui serait pas la priorité d'Alfa Romeo, Schumacher qui partirait vers une prolongation chez Haas, mais on évoque aussi la possibilité de mettre Schumacher à côté de Bottas et Zhou du côté de chez Haas, parce que Zhou arriverait avec entre 25 et 30 millions d'euros de budget. Ça, c'était Marca qui nous donnait cette info-là. Et la question aussi de se poser, est-ce que Giovinazzi a une chance de croire à sa reconduction? C'est quoi, toi, l'option qui te paraît être la plus viable? Ouais, en fait, je trouve qu'il n'y a que des options qui ont leurs avantages, mais aucune qui semble évidente. Et dans ces cas-là, comme il n'y en a aucune d'évidente, je prendrais le choix de la continuité, je garderais Giovinazzi, moi. Mais... Après, c'est Alfa Romeo, c'est pas Ferrari. Enfin, c'est Alfa Romeo. Forcément, le pouvoir d'attractivité d'Alfa Romeo ne te permet pas aujourd'hui de... Déjà, ils ont Valtteri Bottas, c'est exceptionnel. Je te dis pas Lewis Hamilton, je te dis juste que pour moi, il n'y en a aucun dans ce lot-là qui m'a l'air évident. Et moi, encore une fois, ce qui me paraît fou, c'est que dans tous ces noms-là, il n'y a pas le leader du championnat de F2. Il n'y a pas Oscar Piastri. Au-delà d'un Nico Hülkenberg qui aurait quand même un profil un peu similaire à celui de Valtteri Bottas en tant que pilote expérimenté, entre guillemets, même si Bottas sort quand même de saison chez Mercedes, je trouve que peut-être l'idéal, ce serait quand même d'adosser à Bottas un jeune pilote talentueux. Ça peut être Pourchaire, ça peut être Schumacher. Je pense que Schumacher, à un moment, va falloir aussi l'écarter d'As, parce que là avec Mazepin, ça devient n'importe quoi. Et en vrai, je me pose vraiment la question, est-ce que Schumacher progresse chez As? Oui, mais tu peux le placer chez Alfa Romeo avec Valtteri Bottas. Là, tu te retrouves avec un duo complémentaire, et je pense quand même un minimum talentueux. Ça peut te permettre derrière de mettre par exemple Zhou pour apporter de l'argent, on en parlera un jour chez As. Mais forcément, c'est le dernier baquet, donc on s'y intéresse.
Faudra voir le choix de Frédéric Vasseur et d'Alpha. Vous êtes hypé un peu par cette grille 2022 ou vous laisse mi-figue mi-raisin? Le haut, oui. Complètement. Le haut, le bas, moi, ce qui me hype, c'est Valtteri Bottas chez Alfa Romeo. Vraiment. T'as hâte de voir. Oui, j'ai hâte de voir parce que je pense que je vais juste avoir une nostalgie de son époque Williams, à l'époque où vraiment il titillait les Ferrari alors que la Williams était moins bonne que la Ferrari. Donc, je veux revoir Valtteri Bottas tel qu'il a été pour qu'il signe chez Mercedes. Vraiment. Troisième actualité, là je connais déjà votre réponse. Hypé. La victoire de Théo Pourchaire, bien sûr, en sprint. Samedi, c'était bien sûr en F2. Victoire en sprint, meilleur tour en sprint. Sa deuxième victoire cette saison, bien sûr, en F2 après Monaco. 4e de la course principale, 5e du classement des pilotes F2. Est-ce que vous êtes hypé par Théo Pourchaire? La réponse est bien évidemment oui, j'imagine. Oui, bah de toute façon. Évidemment. non, puis Question piège, attention. Tu sais, Théo, tu lui dis un truc, il te répond. C'est rare qu'il le fasse pas quand même. Hein. On l'avait eu en live Instagram mois d'août. Il était déterminé, chaud comme pas possible pour repartir. Aussi parce que Bakou, il se fait mal au bras et Silverstone, il n'a pas encore toutes ses sensations. Là, il revient à Monza, la première, c'est dans la poche. Et la troisième course, il termine 4e. Grâce ou à cause d'un Dan Ticktum qui l'a encore bien énervé. Allez voir le Twitter de Théo Pourchaire. Il a liké un tweet qui dézingue Dan Ticktum. J'ai trouvé Son meilleur ami. J'ai trouvé ça merveilleux qu'à 18 ans, il sache aussi bien communiquer et en même temps mettre des tirs. Enfin, ouais. je trouve que c'est soit en fait t'es dans l'insouciance de la communication typé Max Verstappen et tu t'en fous, soit t'es bien polissé. Non, je le trouve très très fin dans la manière de tout faire et c'est royal vraiment. Mais du coup, il fait un week-end de fou et il a encore plusieurs week-ends pour prouver ça. Ce sera certainement pas pour l'année prochaine, mais qu'il se garde bien au chaud, qu'il fasse bien les choses comme il faut. 2023, il ne doit pas y avoir de raison que ça se passe pas bien pour lui, à mon avis. Est-ce que c'est vraiment mort pour 2022 ? Moi, je me pose la question. Et ce qui m'inquiète, en fait, c'est qu'en Trop tôt, Formule 1, les places, tu peux pas te dire, c'est pas comme en foot ou dans les autres sports. Le train, il passe Ok, pas 4 fois. 2022, bon, bah, c'est pas grave, tu auras une chance en 2023. Non, si t'as pas ta chance en 2022, peut-être que tu ne l'auras jamais. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui dans la réflexion de Fred Vasseur parce que c'est quand même s'il parle avec lui tous les jours ou 2 jours, ils sont comme ça. Et il doit dire écoute, à mon avis, on va prendre quelqu'un pour faire le taf en 2022. On a déjà une restructuration de pilote Ça avec peut être Valtteri Giovinazzi. Bottas. C'est le seul espoir pour avoir, pas la certitude, mais une vraie possibilité de voir Pourchaire en 2023 avec un baquet quasiment assuré chez Alpha. C'est une prolongation d'1 an de Giovinazzi. Je suis pas sûr. Tu mets un De Vries. Quel lien il a avec Alfa Romeo? Quel plan de carrière arrive? Ah, oui. Hey, Giovinazzi, Après, on connaît. on tire des plans sur la comète sans avoir vraiment d'infos, parce que De Vries, apparemment, n'est pas une option, et Giovinazzi, voilà. Et puis, forcément, la dernière question, 8 courses sprint la saison prochaine, vous êtes bien évidemment... À Gerbet. Pas hypé, voilà. Dominique Ali dehors. Voilà pour ces news, les amis. Tout de suite, le grand débat. Hamilton, Verstappen, acte 2. Que s'est-il passé? À qui la faute? Comment ça va se passer jusqu'à la fin de cette saison? On en parle tout de suite. C'est l'immense débat post-Grand Prix d'Italie. Verstappen, Hamilton, acte 2 dans cette saison 2021. Vous aviez adoré l'acte 1, bien sûr, avec ce crash à Silverstone, où Verstappen était parti dans le mur des pneus, parti aussi à l'hôpital pour faire une batterie de tests et s'assurer que tout va bien. Il y a eu l'acte 2, il y a eu ce frisson aussi au moment où cette roue est venue heurter le casque de Lewis Hamilton. Regardez ce qu'il s'est passé, le résumé en 4 images, puisqu'on n'a pas les droits, vous le savez, on manque un petit peu d'argent. L'entrée au premier virage où Lewis Hamilton referme gentiment, mais dans l'esprit, avec du vice, dans l'esprit de la course. Verstappen qui tient la corde jusqu'au deuxième virage. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de place, que Verstappen arrive très rapide. Il heurte bien sûr le boudin. Derrière, c'est l'accrochage et cette roue arrière droite qui retombe sur le casque de Lewis Hamilton. Une image qui à coup sûr restera en tout cas dans l'histoire contemporaine de la Formule 1. Première question et premier tableau, surtout, on va se poser la question, les amis, parce que vous le savez, c'est aussi notre rôle, toujours essayer de trouver un responsable. À qui la faute dans ce crash? Regardez plutôt les hypothèses qu'on a pu émettre. Ça peut être un simple fait de course.
Qui est le plus à blâmer si jamais ce n'était pas un fait de course? Est-ce que c'est Lewis Hamilton? Est-ce que c'est Max Verstappen? Les deux écuries peuvent être fautives aussi parce qu'elles ont raté les 2 arrêts, ce qui a fait que les 2 garçons se sont retrouvés en piste, ont été relâchés en piste côte à côte. Et puis aussi le fameux boudin de la chicane qui a fait décoller Verstappen. C'était un des arguments de Hamza au moment de préparer cette émission. Si on avait mis de l'herbe ou si on avait mis par exemple un bac à sable, peut-être qu'on n'aurait pas vu cette voiture décoller. Max sanctionné, est-ce que c'est dur ou est-ce que c'est justifié pour vous? 3 places de pénalité, voilà ce dont il va écoper en vue de la grille à Sochi. Il y a des discussions, non, il n'y a pas de discussion autour d'un accord pluriannuel pour cet acte 2. Bref, en tout cas, ces 3 places de pénalité sur la grille de Sochi qui vont avoir une importance. Est-ce que cette sanction, est-ce qu'elle est dure ou est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce que Max Verstappen est plus fautif que Lewis Hamilton? Est-ce qu'il faut trouver la culpabilité d'autre chose dans cette affaire? Moi, je trouve pas que Max soit plus fautif que Lewis Hamilton l'était à Silverstone. Je trouve qu'il y a un excès d'engagement. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a une faute de pilotage? Je pense pas. Je pense qu'ils ont juste 2 philosophies très différentes du pilotage et de la course. Et qu'ils ne s'entendent pas, ils ne se comprennent pas sur une piste. C'est mon avis. Et libre à tout le monde de penser différemment, ça, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne la pénalité, moi, il y a un truc qui me dérange. C'est que comme la conséquence n'est pas la même, parce que Lewis Hamilton lui a pu continuer la course, on a pu le pénaliser en course, on lui a mis 10 secondes, qui est une énorme sanction, et il a balayé ces 10 secondes et a gagné la course. Là, les 2 pilotes sont dehors, on lui met 3 places de pénalité, l'accrochage donc le pénalise sur ce Grand Prix et le Grand Prix d'après. Il y a donc 2 courses qui sont pénalisantes pour Max Verstappen. Je trouve ça... Tu vas pas le plaindre quand même s'il a la faute aujourd'hui. Ils ont pris des risques terribles. Je le disais tout à l'heure en intro, on aurait pu ouvrir cette émission sur une... Je veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais sur un drame quelque part. Alors, on peut se rappeler une chose, c'est Verstappen qui crée l'excès d'engagement et qui crée la fermeture de porte de Lewis Hamilton. Hamilton le fait remarquablement bien, de le faire sans que ça se voit vraiment beaucoup, mais il ferme la porte. Et il ferme la porte avant le virage et après le virage. Après, Max, à force, il doit le savoir. Il doit savoir que dans ces moments-là, en fait, soit il faut lâcher, soit il faut être plus malin, soit il faut avoir un coup d'avance. C'est-à-dire, comme Hamza, on le disait en off, garder peut-être rester derrière pour préparer la sortie du virage et tenter une aspiration. Chose qu'il ne fait pas. Et Lewis Hamilton sait parfaitement gérer le fait que Max Verstappen ait cet excès d'engagement maintenant. Donc, il va falloir qu'ils se comprennent un peu mieux. Il va falloir que Max se dise certainement que dans ces moments-là, il faut relâcher le pied. Il aurait mieux valu marquer 15 points que partir comme ça et surtout avoir 3 places au Grand Prix d'après. Non. Alors là, 3 places au Grand Prix d'après? Au final, 3 places, ils vont partir en fond de grille parce qu'ils vont changer Russie, tous les composants C'est moteurs. ce que j'allais dire, ouais. Et au final, la pénalité, c'est comme limite si tu n'avais pas de pénalité. Je pense que ce qui était prévu, c'est de changer à Sochi. Ils vont le faire. Voilà, c'est une pénalité gratos. Par contre, je te rejoins pas complètement sur Max Verstappen, qui pour moi est fautif sur cette situation parce qu'il arrive en survitesse totale il arrive de à Milan, l'extérieur de Lewis Hamilton. À aucun moment, même s'il n'y a pas le boudin qui le fait découler, à aucun moment, Verstappen peut passer Lewis Hamilton à cet endroit, à cette vitesse-là, sans aller au contact. Donc, dans le meilleur scénario possible pour Max Verstappen, il arrive en survitesse à l'extérieur, il va aller tamponner ou s'appuyer sur la voiture de Lewis Hamilton pour ensuite repartir. À mes yeux, c'est pas comme ça qu'on dépasse. Mais ce n'est que mon avis, ce n'est que ma vision de la Formule 1, mais la Formule 1, c'est pas des auto-tamponneuses. Mais c'est vrai que Verstappen, depuis quand même longtemps, en fait, je commence à me dire que c'était pas un problème de maturité. C'est son style. C'est juste son style de pilotage. C'est son style. Quand on voit ce qu'il fait en Belgique en 2016, comment il empêche tout le monde de passer, en fait. Il se décale 5 fois de ligne à chaque fois. C'est Raikkonen qui était... Ouais. Et il y a eu le Mexique. Droite, Il y a eu le Mexique après avec Vettel où il a pété un plomb, Vettel. Et où Verstappen est déclassé, puis Vettel est déclassé et c'est Ricciardo qui reprend le podium avec Mexique 2016 ou je crois un truc comme ça. C'est un problème récurrent. Il n'accepte pas de se faire dépasser en piste. Il n'a aucun compromis. C'est soit tu restes derrière moi, soit tu prends un risque énorme avec une possibilité d'accrochage. Les conséquences, peu importe. Verstappen peut être perdant sur un accrochage ou l'adversaire de Max Verstappen peut être perdant sur un accrochage. Mais c'est récurrent chez Max Verstappen depuis le début de sa carrière. Alors moi, le premier, sur le début de sa carrière, c'était un jeune pilote, un peu comme Lewis Hamilton lorsqu'il arrive en F1, même si Verstappen, lui, il arrive en tant qu'enfant, c'est un mineur lorsqu'il débute en Formule 1. Mais tu fais des erreurs. Je me souviens de Monaco lorsqu'il va harponner Romain Grosjean par l'arrière, alors que Verstappen a des pneus neufs. Il n'anticipe pas le fait que Grosjean avec des pneus plus anciens va freiner plus tôt. Enfin, des erreurs d'étourderie de jeunesse.
Mais aujourd'hui, tu luttes pour le titre mondial. Si aujourd'hui, et il ne changera pas son style de pilotage. J'ai l'impression aujourd'hui, que Verstappen, il impose à tous les autres pilotes une sorte de règne par la terreur. Et Ça veut dire qu'un pilote qui dépasse n'importe quel pilote, il se dit plus ou moins dur. Hein, ça peut être un Pérez, on l'a vu notamment chez McLaren, il est dur. Mais à aucun moment, un pilote, moi, je suis pas dans la voiture, c'est l'impression que j'ai avec mon œil extérieur. Un pilote, lorsqu'il va dépasser n'importe quel autre concurrent que Max Verstappen, il se dit, ça peut cracher, mais il va me laisser la place, et si ça passe, si je dois passer, je passerai. Verstappen, j'ai l'impression que pour qu'un pilote ose dépasser Max Verstappen, on l'entend depuis des mois et des années, les pilotes, lorsqu'ils arrivent sur un Max Verstappen, ils disent je ne pilote pas de la même manière. Ils n'ont pas la même approche. Mais oui, mais Rosberg à Abu Dhabi 2016. C'est exactement oui, ce que j'allais dire. Rosberg, laisse-le passer, on fera une 3e place. Il dit et Max devant, on connaît. Attention, c'est Max devant. Genre, on sait ce qu'il vaut. Genre, il veut mieux rester 3e et assuré. Quelque part, si tu prends l'histoire de cette saison, Imola, Barcelone, Silverstone et là désormais Monza, 4 fois ces deux garçons se sont croisés, roue dans roue. Et en effet, tu as raison, Hamza, Max Verstappen n'a jamais lâché. Hamilton lâche. Et Hamilton a lâché 2 fois. Attends, juste 2 secondes. C'est encore moi le présentateur, excuse-moi. Grosso modo, mais quand il ne lâche pas à Imola et à Barcelone, tout le monde crie au génie. Tout le monde crie au panache, etc. Là, aujourd'hui, on lui rentre dedans parce qu'il est à la faute. Mais à l'époque, c'est le début de saison, c'est rafraîchissant de voir une lutte avec un Hamilton contesté. Et on se dit, et à ce moment-là, on se dit, Hamilton, bon, il est malin, il sait que c'est sur le long terme. Une saison, c'est pas un sprint, c'est un marathon. On le dit souvent. Donc à ce moment-là, on se dit tous, Lewis Hamilton, bon, il est malin, il va concéder peut-être 3 points ou 5 points ou 8 points de plus à Verstappen, mais il les prend quand même, les gros points. Et au final, là, on arrive quand même à un moment charnière, on approche quand même du sprint final, tous les points vont compter, tous les points vont être importants. Et Hamilton, il se retrouve dans une position où il peut de moins en moins se permettre de lâcher des points à Max Verstappen, encore plus à Monza, où Mercedes, à mes yeux en tout cas, était au-dessus de la Red Bull, encore plus avec la stratégie de Lewis Hamilton, parce que comme le dit Toto Wolff, alors est-ce que la victoire était jouable? Je ne sais pas, mais si Hamilton ressort devant Verstappen, s'il n'y a pas cette erreur au stand par exemple, si Hamilton ressort devant Verstappen avec ses pneus médiums, il va aller en tout cas sérieusement à mes yeux embêter la tête et embêter Daniel Ricciardo. Les 2 fois où Hamilton n'a pas lâché, les 2 fois où il y a eu le crash, 2 fois Max Verstappen était en tête du championnat. Le reste du temps, quand il a lâché, il faut se poser les questions. Lewis Hamilton était en tête du championnat. D'où la question de la faute tactique de Toto Wolff, comme en foot avec les fautes au milieu de terrain, t'accroches le maillot, tu fais faute, tu prends ton carton. C'est exactement ça. Est-ce une faute tactique volontaire de la part de Max Verstappen? Moi, je pense que oui. Est-ce malin? Je pense que oui, parce que finalement, au championnat du monde, il ne perd aucun point à Lewis Hamilton. Est-ce que c'est beau? J'ai envie de te dire que non. Et juste pour revenir quand même, parce que sur la justification de la sanction, il y a un point clé qu'il faut soulever. La justification de la sanction, c'est le droit d'avoir la place. Et ce droit-là, je pense, la manœuvre de Verstappen a été tentée trop tardivement pour bénéficier du droit d'avoir la place. Et je pense que, pour une fois, la justification, moi, en tout cas sur cette situation, elle est largement convaincante. Ça veut dire que l'argument de dire Hamilton n'a pas laissé assez de place... Aujourd'hui, tu réponds parfaitement par ce point de règlement. La guerre des mots, c'est là-dessus que je veux vous relancer. La guerre des mots, parce que forcément, après un accrochage comme cela, il y a de la communication, il y a de l'intox. On a pris les différentes réactions. Côté gauche, Mercedes. Côté droit, Red Bull. On revient tout de suite sur ce qu'a dit Toto Wolff. C'est très intéressant et tu le notais, Hamza. Au football, vous diriez que c'était une faute tactique. Max savait que si Lewis passait devant, c'était peut-être la victoire de la course qui s'envolait. Donc, je donnerais la faute à Verstappen. Bref, pour Toto Wolff, il l'a fait de manière intentionnelle. Lewis Hamilton, j'ai vu Max sortir et passer à côté de moi, j'ai trouvé cela un peu surprenant parce que lorsque on sort d'un tel accident, la première chose à faire est de s'assurer que le gars en face va bien. Cette bonne guerre, on a l'impression de retrouver un peu Verstappen après Silverstone qui se plaignait que Hamilton fête sa victoire alors que lui était à l'hôpital. Réponse de Max Verstappen. Lewis allait bien, il essayait toujours de reculer alors que j'étais sorti de la voiture. Quand tu ne vas pas bien, tu ne fais pas ça. Cette pénalité n'est pas justifiée puisque c'était un incident de course entre 2 pilotes qui n'ont pas assez bien coopéré dans un virage. Je trouve cette manière de parler absolument magnifique et romantique. Et puis Christian Horner qui, pour lui, qui dit notre avis, c'est qu'on n'aurait déjà pas dû se retrouver là sans cette erreur au stand. Lewis laisse de l'espace au virage 1, mais pas assez au virage 2. Et on l'a vu, le bulletin de la FIA lui répond complètement. Excuse-moi, Lewis laisse la place au virage 1. Donc là, ce que dit Christian Horner, c'est que Lewis Hamilton aurait dû complètement fermer l'extérieur. Si Hamilton ferme complètement l'extérieur,
Verstappen, il lui rentre dedans. Ouais, complètement. Donc la justification de Christian Horner, pour moi, elle ne tient absolument pas la route. Encore une fois, la guerre des mots, la guerre psychologique, même si là, il y a eu le tweet de Verstappen qui m'a pas forcément plu, mais j'ai l'impression que les pilotes, ils essayent quand même de calmer le jeu à chaque fois. Et à chaque fois, Toto Wolff, Christian Horner, Helmut Marko, tous, ils vont dans une sorte de surenchère en communication. Et à terme, ça pourrait devenir compliqué, ça pourrait même devenir dangereux. Est-ce que la F1 n'a pas besoin en fait de ça? Est-ce que ça fait pas partie du business? Elle a besoin d'une lutte. Mhm. Mais je suis pas sûr qu'elle ait besoin de. En fait, c'est un petit peu le vice de cette ouverture des conversations radio, de cette liberté de parole de tout le monde, où au final, les directeurs d'écurie, on entendait quand même rarement un Jean Todt dire quoi que ce soit Let pass Michael. Attends, Michael pass. mine de rien, c'est un truc un peu volé, ça. Ouais, c'est vrai que c'était volé. C'est une image volée, ce truc-là. Non, mais je sais pas, il y a un peu une guerre de parade qui est vachement mise en scène par Red Bull, parce que, encore une fois, Red Bull est une marque, et que cette image-là, d'avoir un Christian Horner qui a les dents acérées, d'avoir un Helmut Marko qui est le méchant dans James Bond, il faut arrêter. En fait, mine de rien, en fait, ils ont une équipe Diabolo et Satanas de leur côté là, qui leur permet d'avoir cette image de conquérant et qui leur va très bien, ce côté outsider. Donc, je suis pas sûr que ce soit l'essence même de la F1 d'avoir des guerres de déclaration. Moi, je veux des guerres de roues. On l'a eu là, elle a été avortée. Mais pour moi, la bataille, elle s'est arrêtée à ce moment-là. Ce qu'on voit après, c'est du show un peu artificiel. Tu parles d'une guerre de roues. Sachant que d'ailleurs sur la tentative de dépassement de Verstappen, à aucun moment il est roue contre roue, à aucun moment l'avant de Verstappen. Il est loin. Il est très très loin de Lewis Hamilton. Juste un mot sur la stratégie, puisqu'il y a la guerre des roues, moi il y a aussi la guerre des stands. Là les deux ont craqué. Et excusez-moi, alors l'erreur de Red Bull sur Verstappen, ça peut arriver. Voilà, là en l'occurrence c'est un moment clé, forcément, mais ça peut arriver. L'erreur de Mercedes sur Lewis Hamilton qui lui coûte la seconde, moi c'est même pas l'arrêt au stand, c'est quand tu arrêtes Lewis Hamilton. À partir du moment où il y a cet arrêt, je crois, de 11 secondes de Max Verstappen, à partir du moment où Lewis Hamilton en piste dépasse Lando Norris, soit tu l'arrêtes tout de suite au tour suivant, et comme ça, t'as l'assurance justement de ne pas voir Norris et Verstappen gagner des dixièmes ou des secondes, et on l'a vu, ça a coûté cher au final, soit tu le laisses sur sa stratégie de base, tu le laisses pousser avec ses durs jusqu'à un moment clé, et après tu passes ou les tendres ou plutôt les médiums. Mais je trouve que la compréhension, la lecture de Mercedes sur cet arrêt, quand faire cet arrêt, elle est mauvaise. Soit tu l'arrêtes tout de suite, soit tu l'arrêtes beaucoup plus tard. Je suis d'accord avec Hamza, je trouve que ça a un petit peu pataugé. Bizarre d'arrêter un pilote que tu fais partir en dur. En deuxième ligne. Normalement, tu pars sur une stratégie vraiment décalée. Et alors, là, c'est l'opportunité qui fait qu'ils arrêtent. Mais quelle opportunité? Il a passé Norris. Bah justement, c'est ça l'opportunité. Non, mais l'opportunité, c'est surtout par rapport à Verstappen. Il y a cette erreur de Verstappen, sur Verstappen. Oui. L'objectif, avant l'arrêt, il est derrière Verstappen. Après l'arrêt, l'objectif, c'est de ressortir devant Verstappen. Mais sauf qu'ils ont trop tardé, ils ont fait un tour de trop. Est-ce qu'au vu de la supériorité de Mercedes ce week-end, avec l'air libre qu'il aurait eu en dépassant Norris, ça n'aurait pas aussi bien payé que de continuer en piste? Mais dans ces cas-là, il fallait laisser. Oui, j'ai pas compris. J'ai trouvé ça un petit peu trop opportuniste, en tout cas, dans une situation où Mercedes a une voiture dominante et que je pense que la stratégie de base fonctionnait aussi. En fait, à ce moment-là, ils se disent, je pense, Verstappen, on a l'occasion de le dépasser dans les stands sans potentiellement créer un affrontement sur la piste. Maintenant. Donc, il faut le faire maintenant. Sachant que si jamais ça passe, là, cet accrochage et que Hamilton reste devant, tu as quand même, je sais pas, 30 ou 35 tours avec des pneus médiums. Est-ce que ça aurait pu tenir? Je sais pas, on aurait peut-être entendu Hamilton râler à la radio, c'est trop tôt, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Encore une fois, je trouve que personne n'est irréprochable en fait sur ce Grand Prix finalement, aussi bien chez Mercedes que chez Red Bull, à part peut-être Valtteri Bottas. Ouvrons le prisme un petit peu et projetons-nous sur la fin de cette saison. Vous l'avez vu ce move, on l'a commenté. On a commenté aussi également les déclarations des patrons d'écurie. Vous l'avez dit tout à l'heure, les patrons d'écurie parfois remettent un petit peu de piment justement dans ce duel. La question que j'ai envie de poser elle est simple, est-ce que ça va trop loin? 2 citations justement à la sortie de ce Grand Prix pour aller plus loin sur cette question. On va commencer, je crois que c'est Toto Wolff ou c'est Max Verstappen? C'est Toto Wolff qui remercie bien sûr encore le halo d'avoir protégé son étoile. Toto Wolff qui dit « Je pense que si nous ne gérons pas cela de la bonne manière, cela va continuer. Ils ont eu un accident à grande vitesse à Silverstone. Nous avons eu une voiture qui s'est terminée l'une sur l'autre sur la tête de Lewis ici. Alors jusqu'où pouvons-nous aller? Peut-être que la prochaine fois, nous aurons un accident à grande vitesse et
les deux voitures atterriront l'une sur l'autre, le résultat pourrait être dramatique. Réponse de Max Verstappen au sujet de y aura-t-il un acte 3 et de quelle gravité sera-t-il ? C'est très malheureux ce qui s'est passé, mais nous sommes tous les deux des professionnels et nous allons donc passer à autre chose. Peut-on vraiment croire Max Verstappen ? Est-ce que c'est déjà allé trop loin ? Est-ce qu'il faut calmer le jeu, comme le dit aujourd'hui Toto Wolff ? Moi, j'ai l'impression que le jeu, il est calme du côté des pilotes. Moi, sincèrement, j'ai pas cette sensation que Verstappen essaie de se venger par rapport à Silverstone. J'ai une sensation plutôt que Verstappen est en tête du championnat. Il n'a pas forcément envie, il a pas forcément envie de laisser Lewis Hamilton prendre de l'avance ou lui prendre des points à ce moment-là. Effectivement, c'est regrettable parce que Verstappen aurait pu le dépasser juste après avec une meilleure sortie, mais ça, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et j'ai pas l'impression. Je pense que l'escalade, elle est plutôt médiatique. Et entre les écuries. Et les deux patrons d'écurie, et Twitter, et Will Buxton, et tout ce qu'on attend, et ce qu'on a vu avec Rosberg, où on se dit c'est pareil, mais c'est pire parce qu'il est moins un diplomate ou quoi, machin. C'est vrai que ça se tire dessus un petit peu en conf de presse à chaud. Derrière, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ouais, mais enfin, limite, est-ce que tu préférerais pas qu'il se tire dessus en conférence de presse et que ça soit à la régulière en piste ? Mais c'est à la régulière. Là, c'est ça, d'accord, mais c'est très respectueux, etc. N'empêche que ça fait deux énormes boîtes. Je suis désolé, les gars. Ça fait deux énormes boîtes. Si tu compares, par exemple, avec Rosberg, tu te dis que l'accident à Barcelone était peut-être, certes, spectaculaire, mais bon, il n'y a pas une roue sur le casque. Pareil, ce qui se passe en Autriche, ça reste gentil, c'est deux ailerons qui s'accrochent. Je veux dire, là, Silverstone et Monza, c'est deux énormes boîtes, les gars, quand même. Mais c'est deux caractères différents aussi. Il n'y a pas eu des boîtes Senna Prost ? Silverstone, ça ressemble un petit peu, quand même. Oui, parce que on est du même acabit, quoi. Sauf que là, ça arrive en début de saison, en fait, Silverstone. Ouais, donc, il reste encore 6 mois de compétition et 6 mois où potentiellement... Mais je suis pas sûr qu'il faille voir le fait que tu as une voiture au-dessus de l'autre. Ça aurait pu être un contact avec les deux voitures qui se rentrent dedans et qui restent scotchées dans le gravier. La conséquence est la même. Là, l'image est spectaculaire, mais l'image est spectaculaire pas à cause de Max Verstappen. L'image, elle est spectaculaire à cause de la saucisse, encore une fois. Je le dis depuis le début des pistonnés, tu me mets du gravier, tu me mets un mur, Verstappen, jamais il passe. Jamais il tente le dépassement. Là, c'est parce qu'il y a la saucisse. Peut-être que tu parlais des boudins la dernière fois. Tu disais surtout pas les boudins, là, désormais, c'est les saucisses. Boudins, saucisses, appelle ça. qu'on dise les boudins, moi. Appelle ça comme tu veux. Mais la voiture décolle. Là, c'est un problème, je pense, de sécurité en piste, de la même manière qu'on a eu il y a 2 ans ou 3 ans, le crash en Formule 2 ou en Formule 3 à la parabolique, où pareil, une saucisse fait décoller une voiture. Je ne sais plus qui c'était d'ailleurs à l'époque. Ça, c'est un problème de sécurité en piste. Mais tu pourrais avoir en Russie, il y a des saucisses aussi en Russie, pour le moment, mais tu pourrais avoir un accrochage. Oui, c'est ça. Oui. Tu pourrais avoir à Sochi un accrochage entre les deux pilotes et ils rentrent dans le mur. Bon, c'est plus une. C'est anecdotique, j'ai envie de dire, que la voiture décolle sur l'autre parce que ce n'est pas du fait ni de Lewis Hamilton ni du fait de Max Verstappen. Mais encore une fois, et je vais répéter ce que je disais tout à l'heure, j'entends ce que tu dis sur la conséquence, c'est anecdotique, elle aurait pu être bien plus dramatique. Vers quoi on tend ? Oui, mais encore une fois, c'est pas la faute de Senna et Prost, il y avait quand même à la fin, on disait, Prost disait, il est complètement fou, on va au drame, à continuer comme ça, on va au drame. Est-ce que là, il serait pas temps ? Alors je sais pas, on peut se féliciter, moi je suis le premier à me féliciter de ce duel Hamilton-Verstappen, on l'attendait depuis des années et des années de trouver deux pilotes, deux caractères, deux personnages aussi différents qui luttent de cette manière-là en piste. Mais est-ce que là, quand même, après ce qui s'est passé hier, on peut pas se dire, mince, il reste quand même 8 courses, l'enjeu et la pression va monter week-end après week-end. Est-ce que cette escalade n'est pas un peu inquiétante ? Prenons le prisme autrement. Qu'est-ce que tu veux faire ? De la médiation entre les deux. Ils peuvent pas se parler. De la médiation, très bien. Qu'est-ce qui va se passer en piste de différents ? Que les écuries calment le jeu. Si je reprends vos arguments, vous disiez tout à l'heure, les patrons en font peut-être un peu trop au vu du marketing, de la com et compagnie. La question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que finalement les écuries ont une influence sur ce qui se passe en piste ? Est-ce que ce que dit Helmut Marko, ce que dit Christian Horner ou Toto Wolff, au moment de dépasser, Max Verstappen se dit, ou Lewis Hamilton va se dire pour un prochain dépassement, ah ouais, mais il y a Christian Horner, il a dit ça, alors du coup j'ai envie d'en montrer encore plus. Honnêtement, je suis pas sûr. L'influence des écuries, elle intervient quand c'est un pouvoir médiatique. Quand en fait c'est pas un pouvoir sportif. La chose qui va se jouer n'est pas imminente à l'instant T avec une importance folle. Lewis Hamilton, il écoute Mercedes. Tu crois qu'il écoute Mercedes à Abu Dhabi 2016 ? Non, rien à faire. Il fait sa vie parce qu'il y a un titre de champion du monde au bout. Là, il y a eu 2 événements, Silverstone, Monza. C'est des événements qui peuvent être capitaux dans la suite du championnat. Ils vont écouter personne à ce moment-là. À ce moment-là, le pilote, le cerveau, il est resté sur la grille de départ. Il a été ramené par Angela à la maison et terminé. Ils sont en train de partir. Quoi que Hamilton doit garder
cette part de réflexion et de vice que peut-être Verstappen ne garde pas pour être beaucoup plus focus sur parce qu'il a moins d'expérience. Oui, forcément. Mais Hamilton, au-delà de ses 7 titres de champion, il perd, je crois, 3 titres sur le dernier Grand Prix. Verstappen, c'est la première fois de sa carrière qu'il se retrouve... qui joue un titre. Donc oui, je pense sincèrement que peu importe ce qu'on leur dira, ça changera pas grand-chose. Parce que Rosberg et Hamilton, ça avait un peu adouci les choses, mais en même temps, ils ont le même employeur. C'est ça, ils sont coéquipiers, du coup... Et c'est aussi pour ça que la lutte entre deux écuries différentes est belle, c'est que la lutte, elle est à tous les niveaux. Elle est au niveau des mécanos sur les arrêts au stand, elle est au niveau de la direction sur la pression de la communication, elle est au niveau du pilote, elle est au niveau du deuxième pilote. La lutte, elle est partout là entre Red Bull et Mercedes, et c'est ça qui fait la beauté du truc. Comment on peut stopper l'escalade ? On ne pourra pas stopper l'escalade. S'il y a un drame, ce sera malheureux, mais on n'aura rien réellement pu faire contre ça. Ou alors, on est contre l'esprit de ce sport de base. On veut les voir se battre en piste. C'est vrai. Qu'ils fassent des erreurs. Mais nous, les premiers, Sébastien Vettel et Lewis Hamilton en 2018, on était les premiers à être ravis d'enfin trouver une lutte. Bakou, ce qui se passe à Bakou. C'est pas beau ce que fait Vettel, mais waouh, l'excitation. C'est ce qu'on veut. 2016. S'il lui monte dessus. S'il lui monte dessus à Bakou avec un petit peu de. C'est la même chose. Hein. Avec un manque de réussite, c'est sûr. Vous êtes en tout cas tous les deux d'accord sur le fait que ça ne va pas trop loin, ça fait partie bien sûr de l'essence de ce sport. On sera tous d'accord ici sur ce plateau et vous chez vous, bien de dire que cette rivalité fait beaucoup de bien à la Formule 1 et que surtout la F1 en avait beaucoup besoin. Ça, c'est quelque chose qui revient depuis le début de cette saison 2021. Je voulais quand même qu'on conclue avec cette ouverture. Est-ce que quand même cette rivalité ne pourrait pas à un moment ternir l'image de la Formule 1 ? Je l'ai dit, ce duel fait du bien. Depuis 2016, on n'a pas eu de bataille aussi intense. Je vais dire, on va même le dire ici sur ce plateau, le semblant de Hamilton versus Vettel qui nous a fait un peu, j'allais dire un mot, frissonner, merci beaucoup, en 2018 et 2019, n'est pas à la hauteur de ce duel 2021. Les duels qui écrivent la grande histoire de la Formule 1, ça c'est ce qu'on vous dit tout le temps, un suspense haletant et des péripéties, on aurait signé des deux mains l'année dernière pour avoir ce scénario-là, et surtout deux personnages aux antipodes, ça va forcément aussi avec cette rivalité. Mais jusqu'à quel point est-ce qu'on peut avoir le risque que la décision au championnat du monde se fasse par un chaos ? Prost, Senna, Hill, Schumacher, Jacques Villeneuve. Est-ce que les accrochages, rappelez-vous les accrochages Prost, Senna de 89 et 90, avaient été quand même très très mal perçus à l'époque. Aujourd'hui, on voit ça avec beaucoup de nostalgie en disant que c'était la plus grande rivalité du sport auto, que c'était extraordinaire, que c'était arrivé jusqu'à son paroxysme, mais beaucoup à l'époque disaient que c'était aussi anti-sportif, qu'ils avaient pris des risques incongrus et que le spectacle en Formule 1 en avait pâti. Et si Hamilton n'avait pas été protégé par le halo, où on en serait aujourd'hui ? Et si Verstappen s'était fait mal à Silverstone, quelle serait la question et le débat qu'on aurait ? Est-ce que l'image de la F1 n'en aurait pas pris un coup ? J'imagine qu'au vu de ce que vous m'avez répondu tout à l'heure, pour vous, il n'y a que du bonus à aller voir se battre de cette manière-là. C'est complètement hypocrite, je trouve, de venir se plaindre de cette rivalité, de voir éventuellement les conséquences. Après toutes ces années, on a eu des championnats parfois soporifiques, excepté la rivalité Hamilton-Rosberg. Alonso-Vettel, vite fait, vraiment vite fait. Sinon, c'est quoi ? C'est Alonso-Schumacher, la dernière rivalité. Enfin, sur ce 21e siècle, on a eu peu ou très peu de rivalités sportives pour le titre. Et là, j'ai l'impression, sincèrement, qu'à part Hamilton-Rosberg, ce Hamilton-Verstappen, enfin moi, personnellement, j'ai pas connu quelque chose de similaire au long de mon existence. On parle bien de ternir l'image de la F1. Moi, je pense que ternir l'image des pilotes, peut-être. Parce qu'en fait, ils se mettent en avant, ils se mettent à nu par ces manœuvres-là. Et du coup, tu peux aimer plus l'un que l'autre. Ça, oui. Après, moi, je me rappelle d'un truc que la génération actuelle n'a peut-être pas connu. C'est l'image qu'avait la Formule 1 dans notre enfance et ce qu'était le fait d'aimer la Formule 1. On était des ovnis d'aimer ça. Complètement. Mais vous regardez des voitures. Et avec ton père, tu te poses sur le pont de l'autoroute à regarder les voitures aussi. Enfin, non. Non, mais attends. On n'avait jamais fait ça. On avait cette image de mec qui passe son temps avec sa chaise longue devant l'autoroute. Il y avait pas mal de scéniques là-bas. Non, tu vois, il y avait cette image nulle de sport qui n'est pas un sport, de mecs qui conduisent des voitures. Putain, je suis désolé, moi, ça, mais c'est une revanche. C'est trop bien de voir ça. C'est-à-dire, c'est un combat de boxe. Ils peuvent se blesser. Oui. Honnêtement. Oui. Et ben franchement,
Je veux pas qu'il se blesse, bien évidemment. Je veux pas qu'il y ait d'accident, bien évidemment. Mais qu'est-ce que c'est bon de voir deux mecs à la lutte pour le plus haut niveau, pour être champion du monde de leur discipline. Et ça se joue à un virage en Italie là, ça se joue au Brésil en 2008 à un virage aussi, à Silverstone dans une courbe. Merde, c'est bon. Ça va pas ternir l'image de la F1, ça va créer des moments dont on se souviendra. Exactement, dans 30 ans. Encore une fois, Prost-Senna, tu le disais, alors j'étais pas né à l'époque, mais c'était l'âge d'or de la Formule 1. Enfin, il y a eu tellement d'âge d'or de la Formule 1, mais en tout cas, les années 90, c'était peut-être la dernière. Une époque regrettée, tu peux le dire aujourd'hui. Une époque de la F1, mais aujourd'hui, on en parle avec nostalgie. Oh, j'aurais aimé être vivant à cette époque-là pour connaître Prost-Senna, Japon 89, Japon 90 surtout. Là, on l'a aujourd'hui. C'est notre Prost-Senna, même s'ils ne sont pas coéquipiers, mais en tout cas, on peut prendre l'année 90 pour prendre ce parallèle. Le Hamilton Verstappen, le Hamilton Verstappen, j'ai envie de dire, moi, tout ce que je souhaite, en fait, qu'importe vraiment l'identité du vainqueur du championnat, c'est que ce soit une bataille sportive et que ça se joue en piste. Et étrangement, ou pas, si Abu Dhabi, Verstappen est en tête du championnat de peu, j'ai l'impression que dans ce sens, on peut voir un Verstappen qui sort volontairement Hamilton de piste. Dans le sens inverse, ça arrivera peut-être, mais le sens inverse, j'ai pas l'impression qu'Hamilton soit capable. Peut-être que je me trompe naïvement, mais voilà. Et ça, ce serait regrettable, mais ce sera aussi un moment d'histoire. Complètement. Je pense que si on regarde le truc avec un peu de hauteur, on s'en fout qui est champion. On veut qu'on nous raconte une belle histoire. Ouais, c'est ça. Qu'importe le flacon, c'est le sport, on veut qu'on ait l'ivresse. C'est exactement ça. Merci les amis pour ce très très beau débat sur le clash Hamilton-Verstappen. Est-ce qu'on aura un acte 3 dans cette saison 2021 ? À vous de nous répondre bien sûr en commentaire, Instagram, Twitter et puis bien sûr sous cette vidéo si vous la consommez, regardez très tranquillement sur la First Team Sport. Une très jolie chaîne bien sûr sur YouTube. Les amis, vous êtes prêts pour le quiz ? Oui. Vous êtes prêts ? Ouais, c'est bon. Éloignez les enfants, c'est l'heure de passer des nudes. Les Pistonnés, l'émission de sport qui reçoit le plus de nudes en francophonie. Rien à voir avec les États-Unis, bien évidemment. Et on vous fait profiter cette semaine de nos plus belles pépites. J'ai deux experts qui ont les DM bien chargés depuis déjà 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et aujourd'hui, on a décidé d'exhumer toutes les pépites qu'on a trouvées sur le microcosme de la Formule 1. Une photo, le visage est caché. À vous de bien regarder les détails et d'essayer de deviner de qui il s'agit. Première photo, on va voir si vous connaissez bien les pilotes. David Coulthard. David Coulthard. On passe vraiment ces photos-là dans les pistonnés. Mais attends, on va être démonétisé. Il y a des enfants qui nous regardent. Non, mais on voit rien là, on voit rien. Et c'est pour ça que j'ai prévenu d'éloigner les enfants. David Coulthard, 1 point pour Brice Germain. Deuxième photo. Hamilton. D'ailleurs, j'ai oublié, vous pouvez utiliser les buzzers. C'est Brice qui l'a pris en premier. Forcément. Putain. Tu connais très très bien Brice les nudes, en tout cas, bravo, je suis fier de toi. Troisième photo. Ah, ça, elle est géniale. Ça peut être pilote. Oui. Christian Horner. Bravo. Oui, j'avais déjà vu ça. Oui, monsieur. Hamza Ramani. Christian Horner, c'est à l'époque où il était patron, je crois, d'une écurie en F2, enfin l'ancêtre de la F2, peut-être en F3000 même, c'était. Nouvelle photo, tiens, allez. Celle-ci est pas mal. Impossible que vous trouviez. C'est quelqu'un qui est pilote actuel. Oui. Charles Leclerc ? Non, c'est pas Charles Leclerc. Regardez bien les cheveux. En fait, Valtteri Bottas ? Oui, Valtteri Bottas. Il égalise de partout. On a vu le sauna quand même. Voilà. Ouais, c'est vrai. J'aurais dû prendre celui du sauna d'ailleurs. Tu as bien raison. Nouvelle photo, je crois que celle-ci, elle est plutôt pas mal. Ah oui, celle-là est géniale. Si on peut la mettre plein pot, ils vont vite comprendre, nos amis. Allez, Jean, allez-y. Non, pas Jean, allez-y. J'allais dire pareil. Regardez bien la voiture, les gars. Qui peut prendre cette photo-là ? Il n'y en a qu'un seul dans l'histoire de la Formule 1. Il n'y en a qu'un seul qui a pu faire ça. Immortalisé dans un film, champion du monde une fois dans sa carrière. Bon, je ne vous le voyais pas, c'était James Hunt, bien évidemment. Lors de la présentation de la McLaren avait décidément bon goût à l'époque, regardez. C'est quand même assez incroyable. De partout. What ? Vous reconnaissez ce champion du monde ? Nico Rosberg. Non, c'est plus vieux que ça. Ces cheveux-là, ouais. Aujourd'hui, c'est un garçon atteint de la calvose. Il a une calvose terrible. Attends. Et il avait les cheveux peroxydés à ce moment-là. Pardon. Bon, non, c'est une erreur. C'est un champion du monde. Il a été champion du monde une seule fois. On le connaît bien en France. Parce qu'il parle la même langue que nous. Jacques Villeneuve. Oui, Jacques Villeneuve. Je me suis dit, putain, s'il la trouve pas là, c'est quand même compliqué. Jacques Villeneuve, à l'époque où il faisait le beau gosse, a posé tout nu avec un caleçon transpirant. Voilà. Nouvelle photo. Normalement, il y a une pépite qui doit arriver. Celle-là est géniale. Celle-là, c'est sûr que vous l'avez. Non, là, je vous donne pas de...
Attends, Non, excuse-moi. Attends. Ah bah tu l'as cassé. Vas-y. Je veux tenter un Piquet. Non, c'est pas Piquet. Non, mais attends, qui peut se mettre des strings comme ça? On n'en connaît qu'un seul. Lui aussi, il parle français avec un fort accent, mais on l'adore, ce mec. Il nous manque beaucoup, il a été banni de la Formule 1. Qui? Briatore. Ah voilà. Merci. Ah, faut buzzer. J'ai pas buzzé, Ouais, c'est vrai. mais j'avais plus de buzzer. Briatore, il égalise. 3 partout, bravo. Allez, il y en a une incroyable. dernière, je crois, non? Je sais plus. Oui, une dernière. Une légende. Ah. Il n'y a pas beaucoup de légendes. Hein. Surtout quand tu vois que la photo, il y a marqué Bridgestone derrière. Quoi? Une légende. Il y a marqué Bridgestone. Donc j'imagine qu'il a dû rouler en Bridgestone à un moment donné dans sa vie. D'accord, mais ça a été longtemps. Une légende. T'en connais beaucoup des légendes qui ont roulé avec des pneus Bridgestone? Ah oui. Schumacher. Bah oui. Merci. Michael Schumacher. Ouais, mais bronzé comme ça, je pensais qu'il était affûté. brésilien le mec. Il moi. était affûté. C'était à l'époque. Hein. Ouais. On ne fera pas de mauvaises blagues là-dessus. Je crois que c'était la fin. Il n'y en a plus, hein, les gars, en régie. Hein. C'est terminé. Voilà, on a passé en revue les nudes. Ça vous a pas du tout plu. J'ai vu la tête d'un Oh. Je suis pas sûr de J'ai revenir pas une la grande semaine prochaine. connaissance. Ça tombe bien, la semaine prochaine, il n'y a pas d'émission, les amis, parce qu'il n'y a pas de Grand Prix. Ce triple header qui arrive, bien sûr, eh bien, à son terme. Merci beaucoup, monsieur Hamza. Merci beaucoup, monsieur Brice, d'avoir été avec nous. Merci à la régie, Tom, Thomas, Paul, Erwan. Et puis, bien sûr, toute la First Team toujours mobilisée pour faire vivre les pistonnés. Je vous le rappelle, vous avez rendez-vous le lundi sur Autoplus Télé, le mercredi sur First Team Sport, bien sûr, sur YouTube. Et nous, on se retrouve après Sochi. Ce sera à partir du 27 septembre prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Commentez cette émission, soutenez-nous, on a besoin de vous et on se retrouve très vite pour parler Formule 1. Salut, ciao.